Yes, MVP, comment ça va? Ça va super bien. Comment tu vas, mon chum? Ça va super bien. Je suis super content de l'invité qu'on a cette semaine. Ben oui. Ben oui, il fait un comeback. Mais là, avant de partir ça, j'ai deux personnes à remercier. J'ai deux nouveaux Patreons. Ben oui, toi. Un pickpocket en Charlie Brown. Je me demande si c'est son vrai nom. Ben, si c'est son vrai nom, c'est un solide nom. Donc, un gros merci à Charlie Brown. Puis j'ai un nouveau stéroïde dealer aussi en Francis Filion. Donc, un gros merci aux deux nouveaux Patreons. Si tu veux devenir Patreon, on va sur... c'est quoi déjà? Tu veux-tu faire réapparaître? Patreon.com/Canadian Canada. Gangster. Chris, c'est facile, je devrais m'en souvenir. Hey, C'est incroyable. MVP, super content. On reçoit pas de côté, Esprit, Yes, le gros sir. comeback. Absolument. Salut, Pat. Comment ça va? Hey, salut boys, ça va? Ça va, man? Ça va bien? Très très bien, ouais. Hey, tu sais que toi, la première fois que tu es venu sur mon podcast, t'as comme lancé la popularité de celui-ci. Ouais, j'ai pas été trop gêné le premier coup que j'étais allé chez vous. J'ai lâché des affaires, puis ça avait fait le tour. Puis tant mieux si ça donnait un kick-off à ton show, tant mieux. Ben ouais, ça a fait un gros kick-off, puis ça a changé aussi des affaires. En tout cas, moi je dis que c'est de notre faute, là, mais ça a quand même changé des affaires au Québec, là, en tout cas, que les mois qui sont venus après ça. Là. Ben, je pense que ça a donné le ton aux combattants qui avaient peut-être peur de parler. Ou, il y a beaucoup de monde après ça qui ont décidé de OK, c'est correct, moi, moi le dire, moi aussi, puis arrêter de vivre peut-être sur la terreur que si je parle, je pourrais pas me rebattre. Mais bon, écoute, ça s'est passé, puis it is what it is. Là. Ouais, je sais. Je sais pas si ça t'est arrivé toi avec, là, mais moi, il y a une couple de combattants qui étaient venus me voir après pour me dire justement que finalement quelqu'un pouvait en parler ouvertement. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était content. Puis ceux qui savent pas de quoi je parle, ben allez écouter le premier épisode que j'ai fait avec Pat Côté, vous allez tout comprendre ça. Hey Pat, comment ça va à RDS? Très bien, très bien. Écoute, nous autres, on est reparti en même temps que l'UFC est reparti, puis ça va super bien. Cette année, on a eu une grosse addition, pareil, avec notre équipe. Là. Il y a Georges qui s'est joint avec nous autres. Samedi prochain, le C256, ça va être son quatrième show. Puis, écoute, on a du fun au bout. Et, c'est le fun. On peut échanger. Je pense que le monde aussi aime ça, aussi, voir Georges et moi échanger sur différents aspects de technique qui se passent dans le combat. Puis, on va dire de quoi, il y en a un qui est content, là, c'est Jean-Paul. Jean-Paul, quand on parle, Georges puis moi, ben, c'est assis, puis il n'y a plus rien à dire. Dis-moi, là, ma job est tellement facile quand je suis avec vous deux. Je vous passe la POC, puis après ça part pendant 10 minutes. Fait que lui est content quand Georges est là. Chris, ok. Puis t'as-tu hâte de travailler avec Georges avec cheveux blancs? Écoute, ouais, cheveux blancs, ça va être intéressant, là, mais il avait déjà commencé à se faire pousser les cheveux, je pense, le deuxième show. Et honnêtement, là, j'ai reçu au moins 100 messages après le show, pas pour nous dire que notre job était bonne, pour nous dire What the fuck, qu'est-ce qui se passe avec ses cheveux, man? C'est-tu une illusion d'optique? Es-tu commandité par Airfax à Star? Qu'est-ce qui se passe, là? Les autres, c'est pas, mais c'est se pousser les cheveux, il a le droit, là, qu'est-ce que c'est? C'était quoi ta réaction, toi, quand t'as vu ça? Ben, la réaction, l'affaire qui est arrivée, c'est que, tu sais, il n'est pas obligé de se mettre de la pâte dans les cheveux ou du gel, lui, hein. Fait qu'il est arrivé, puis c'était tout croche. Même s'il y avait un peu de cheveux, là, hey, ben, c'était dégueulasse, là. Hey, genre, tu manques d'expérience un peu, hein. Puis on était devant le miroir, puis là, on a tout placé ça comme il faut. Mais c'était comique, là. Puis, tu sais, je pense que ses cheveux blancs, là, je pense que, honnêtement, si je ne me trompe pas, je pense que c'est pour un rôle bientôt qu'il va jouer, là. Ouais, ouais, je peux te le confirmer, là. Ouais, c'est ça. Mais, ah ouais, Chris, c'est drôle que tu sois son coiffeur. J'ai donné une coupe de tips. Ben ouais, c'est ça, c'est toi qui as de l'expérience dans ça avec ces cheveux parfaits que t'as, là. Hey, là, on parlait tantôt que justement, tu as commencé à travailler en même temps que le UFC. Toi, quand le UFC est parti, ça a quand même créé une certaine controverse, là. Il y a beaucoup de monde qui disait que c'était trop tôt pour justement partir la machine. Est-ce qu'il a fallu que un petit peu que tu défendes la décision du UFC? Je sais pas moi, avec tes collègues ou avec du monde ici au Québec, parce que j'imagine que bon, ça n'a pas fait juste des heureux quand il y avait juste deux personnes à RDS qui devaient avoir des jobs à ce moment-là. Là. Non, sauf que, tu sais, en bout de ligne, moi, je suis pas employé d'RDS, puis Jean-Paul non plus, on est employé du UFC. Fait que, tu sais, c'est RDS qui a acheté les droits du UFC, puis UFC diffuse sur les ondes de RDS. Fait que, tu sais,
au bout de la ligne, nous autres, on travaille, l'UFC revenait, fait que nous autres, on revenait, c'est sûr. On savait juste pas si on pouvait retourner dans le studio. Le premier show, on était supposé faire ça chacun de chez soi, Jean-Paul puis moi. Puis la logistique était compliquée, là, mais pas à peu près. Là. Je m'étais tout équipé. Enfin, je me suis équipé pour rien. Hein. Mais j'étais retourné sur le magasin le lendemain. Mais je m'étais tout équipé avec une boîte de son, puis des belles caméras, puis des micros. Finalement, ça aurait été compliqué. Fait que, on était en studio. Fait, on était dans 2 studios différents au début pour recommencer. Pour défendre, ben, c'était dur pour dire que c'était pas correct, parce que je retournais travailler. Je veux dire, c'était dur pour moi de dire que c'était des cadres qui recommençaient. Mais, avec la confiance qu'ils ont, puis avec tout le temps qu'ils ont repoussé les limites, le UFC quand même, j'étais confiant quand même de voir que leur système allait marcher. Je ne le savais pas, mais j'avais une confiance quand même peut-être aveugle. J'étais forcé d'admettre que leur système a marché, puis il y a beaucoup qui on regardait ça, puis ils en ont pris exemple aussi. Puis, le système marche. Aujourd'hui, le monde, ils sont fâchés parce qu'il y a des combats qui tombent à cause de monde, ils ont la COVID du quoi de même. Ben oui, mais c'est parce que le système marche. C'est pour ça qu'on a des combats aujourd'hui et qu'il y a des gars-là. Parce que le système marche, mais on est capable d'en trouver avant qu'ils se mettent le pied dans l'octogone. Ouais. Mais puis ça, tu dis qu'il y a beaucoup d'annulations justement de combats. Est-ce que c'est plus de travail pour vous, ça, justement? Pas pour moi, parce que moi, je suis l'analyste. Fait que j'arrive avec mes feuilles, puis peu importe le combat qui se fait pas, je le barre, puis je passe à un autre. Mais, pour Jean-Paul, pour le réalisateur, des fois, il faut tout qu'il refasse le pacing du show, il refasse l'intro. Des fois, il y a des combats, c'est un remplaçant de dernière minute, fait qu'il faut que Jean-Paul refasse le voice par-dessus les images de dernière minute. Fait que pour eux autres, c'est pas mal plus de job que pour moi. OK. Puis je pense que MVP avait une question pour toi, Pat, par rapport à ça, parce que dans le fond, cette semaine, t'es chien, Oli. Est-ce qu'on venait d'en parler, Pat? Puis par rapport au cas de COVID, comme là, ça a été l'exemple le plus flagrant en fin de semaine, ça a été 2 heures avant, 3 combats annulés d'un coup. Ouais. Puis les gens qui consomment le UFC puis les arts martiaux mixtes, ils ont comme pas levé un flag, mais pas loin dans le sens où, penses-tu que oui, ça fait sa job ou non, dans le sens où je m'explique. Souvent, les gens, ce qu'ils vont dire, c'est OK, tu les as pris, ils n'ont pas monté dans l'octogone, mais par contre, il y a quand même une portion de la semaine qui ont potentiellement contaminé des gens. Est-ce que pour toi, c'est une problématique ou dès qu'on les prend juste à temps avant de monter dans l'octogone, tout est sous contrôle? Ben, tu as raison, MVP, parce que là, il y a un article qui est sorti, puis on se demandait si la bulle à Las Vegas de UFC est en train de péter. Le monde arrive dans la bulle, puis là, ils sont supposés être restreints, puis encore, moi aussi, je me pose des questions. Comment ça se fait que les gars ont fait la pesée, puis ils se sont serrés la main, ont fait le face-à-face, puis le jour du combat, ben là, on découvre qu'ils sont infectés, puis on serré la main de l'autre qui était là. Je veux dire, ça se peut qu'il ne l'ait pas, mais c'est sûr que c'est pas parfait. L'explication que je peux trouver là-dessus, c'est quand tu fais ta coupe de poids, c'est un choc pour le corps incroyable, ce qui fait que ton système immunitaire est peut-être plus dangereux pour réceptif au virus. Je me dis, c'est peut-être ça aussi qui arrive parce que, tu sais, ils arrivent à Las Vegas le mardi, là, ils sont testés direct en partant. Après ça, ils vont être testés dans la semaine, ils vont être testés une fois avant le combat. Puis, tu sais, il y a des choses qui peuvent arriver là-dedans. Mais tu as raison, on en parlait, Jean-Paul, puis moi, puis même le réalisateur était là. Comment ça se fait que le gars s'est rendu jusqu'à la pesée, jusqu'au face-à-face, puis la journée du combat, ben au moins, il n'a pas mis le pied dans la place où on fait le show. Donc, la production, des choses comme ça ont été quand même épargnées. Mais il reste que il a côtoyé d'autres mondes. Est-ce que la bulle est en train de péter? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y en a de plus en plus des cas qui sortent, puis c'est pas fini non plus. Là. Puis ça, il arrive combien de temps avant un événement, eux autres, à Las Vegas? Avant, c'était 5 jours. Tu battais le samedi, c'était le mardi. Là, je pense qu'il arrive 7-8 jours avant, là, pour vraiment faire une espèce de quarantaine. Je sais qu'à Abu Dhabi, tu arrives 10 jours avant. À Abu Dhabi, au Fight Island, tu arrives 10 jours. À Vegas, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est sûr que c'est un petit peu plus que 5 jours parce qu'ils veulent faire tester. Je pense qu'ils testent 3 fois avant le combat, puis 1 fois après le combat. C'est ça. Ben, tu sais, il peut y avoir la théorie aussi qu'il l'avait quand ils sont arrivés, puisque ça peut se montrer à 14 jours après, mais il me semble que c'est peu probable. Non, puis tu sais, il y a des faux négatifs aussi, il y a des faux positifs.
C'est arrivé aussi, il y a eu un faux positif à un moment donné. Puis, tu sais, les faux positifs, c'est pas supposé exister. Tu sais, je veux dire, les femmes qui tombent enceintes, ça n'existe pas tes faux positifs. Tu es enceinte, tu ne l'es pas. Ça, c'est des faux négatifs, par exemple. Fait que c'est pour ça que je ne comprenais pas trop leur aspect de faux positif. Ils ont clairement mélangé des tests à quelque part. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais est-ce que ça permet aux combattants de travailler? Est-ce que ça permet aux combattants de pouvoir ramener de l'argent à la maison? Oui. Puis, tu sais, quand tu testes positif, ils essaient de te remettre très prochainement sur une garde d'après, tout en étant le plus sécuritairement possible. Donc, moi, je pense tous aux combattants dans cette histoire-là qu'au moins, ils peuvent travailler. Ouais, non. Puis, tu sais, pour nous aussi, c'est le fun. Là. On peut aussi regarder du sport. Ouais, mais c'est ça. Puis moi puis MVP, on peut parler de qu'est-ce qui s'est passé aussi. Yes, on n'a rien à faire, nous, Chris. Ouais, y a-tu du monde qui l'ont pogné, rendu là-bas, par exemple, du monde du staff du UFC qui l'ont pogné? C'est-tu arrivé à date? En tout cas, il n'y a rien qui est sorti. Il n'y a rien qui est sorti. Après l'événement, il n'y a aucun cas qui a été répertorié présentement là, au niveau public. Là. Il n'y a rien qui est sorti. Fait que, au moins, ça, c'est bon aussi. On trouve les personnes qui sont infectées avant le gala, mais après, il n'y en a pas qui ont sorti encore. Non, mais Chris, tant mieux. Ouais. Bonne nouvelle. Hey, t'as beaucoup de projets, toi, de ce temps-ci, hein, mon Pat? J'ai vu... Ça roule pas pire. Ben ouais, j'ai vu que tu voulais devenir un comédien de cinéma hollywoodien. Ben, je suis retourné à l'école pour me former en tant qu'acteur, en tant que comédien. Puis, je continue à prendre des workshops, puis je continue à faire des ateliers pour parfaire mon jeu devant la caméra. Puis, à dire de quoi, j'ai reçu un coup d'en face. Le premier atelier que j'ai fait. Moi, ça fait 15 ans que je suis devant la caméra. Puis, ma job d'analyste, je sais que je la maîtrise, je sais que je suis bon dans ce que je fais. Puis, mais comédien, c'est complètement un autre métier. C'est vraiment un autre métier. Les 2 premières classes, le premier atelier que j'ai fait, je suis revenu chez nous, j'étais en tabarnak. J'étais en crisse après moi-même. Je me trouvais tellement en poche. Ouais, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement dur, c'est tellement compliqué au niveau technique. C'est pas juste faire semblant de pleurer devant une caméra, d'être un comédien. Là. Il y a tellement d'aspects techniques avant d'être capable de jouer puis d'être capable de livrer l'émotion que tu veux faire. Mais c'est le fun, puis j'apprends, puis là, on a plein d'ententes verbales pour des séries télé, puis des films ici au Québec. J'ai passé une audition pour un film américain, un gros film américain, là, il y a 2 semaines. On entend des nouvelles de ça. Mais, pour ce film-là américain, juste qu'il m'ait demandé de passer l'audition, pour moi, c'est une grosse réussite, là, parce que physiquement, je fitais dans leur casting. Puis, je ne m'attends pas à avoir le rôle, mais juste savoir ça prend de l'expérience, je prends de l'expérience, puis juste passer une audition pour un gros film, puis le réalisateur, c'est Aaron Ryder qui a gagné le film de l'année aux Oscars en 2016. Fait que, c'est une grosse promotion. C'est-tu pour quel film que tu avais gagné ça? Ou? Je m'en souviens plus, ça m'est sorti. Aaron Ryder. Ouais, Aaron Ryder. Puis là, c'est pour un film, ça s'appelle Misanthrope. C'est un serial killer trailer. Puis moi, j'ai auditionné pour un agent de la FBI. Donc, un rôle principal pour ça. Reste à voir si ça a bien passé. Mais je m'attends à rien de ça. Parce que là, ils savent que je suis là, ils m'ont vu. Fait que, ils savent qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis je peux pas être pire, je peux juste m'améliorer. Fait que c'est ça qui est cool. Mais comment s'est passé le processus d'audition, Pat? Parce que, dans le fond, de l'adrénaline, tu en as vécu dans ta vie, là, puis tu en vis encore à la télé. Mais là, c'est un nouveau défi. C'est une façon pour toi, justement, d'aller en chercher encore de l'adrénaline, d'avoir le sentiment un peu de compétitionner? Puis, avais-tu plus de papillons dans le corps que tu pensais quand tu as fait l'audition? L'audition comme telle, c'est un self-tape chez nous. Fait que, j'ai été capable de prendre la meilleure tape que j'ai faite pendant toute la journée. Fait que c'était correct. Il n'y a pas trop. Non, mais c'est le même, ça marche. Ça t'a pris combien de temps? C'était en anglais, puis moi je suis bilingue, mais il fallait que j'aie pas d'accent, puis il y a des mots que j'utilise pas tous les jours, là, comme des counter-terrorism, puis analysis, juste la manière que tu prononces ces mots-là, moi je les prononçais pas comme il faut, mais mon chum qui est un Américain, il est venu chez nous, puis on a pratiqué le texte, on va voir les bonnes intonations, puis après ça, il me donnait la réplique, puis on a pris la meilleure texte, ça a pris une journée au complet, mais pour avoir la meilleure.
Mais pour trouver l'adrénaline et les papillons, MVP, c'est quand je fais mes workshops, quand je travaille des ateliers avec d'autres mondes, ça me sort de ma zone de confort bien raide. Puis là, je ressens un autre. C'est nouveau, moi, pour moi. J'apprends un nouveau métier. Puis en plus, je pensais que ça allait être plus facile que ça. C'est encore pire. On dirait que OK, là j'ai un rush, là, il faut que je sois bon. T'sais. Puis c'est quoi que tu penses, le casting qui te donne? C'est-tu un méchant? C'est le gars tough? C'est-tu. Ben, tu sais, moi, je l'ai fait, mon casting, là, on appelle ça un neutre, là. Fait que, tu sais, si j'ai ma face de même, j'ai l'air plus méchant que si j'ai la face de même. Fait que, si j'auditionne pour un père de famille, je vais me mettre plus de ce côté-là que de ce côté-là. Tu sais, c'est des affaires que je savais pas, tu sais, ton visage parle, mais, tu sais, c'est sûr que je pense pas que je vais jouer les pages de notre amour, le deuxième volet. Là. Mon casting est pas mal, soit un policier, soit un gars de basic ou un les gars deux extrêmes, dans le sport ou un militaire ou des affaires de même. Je sais que à quoi mon casting ressemble. Puis c'est correct. Un coup que tu l'as accepté, ben, faut pas t'attendre à jouer Roméo quand t'as ma shape. Là, je veux dire, ça marche pas. Là. Ouais. Puis un autre projet que t'as, c'est que tu viens de sortir ton deuxième livre. Félicitations en passant. Bravo. J'étais prêt. Dans l'Octogone, ben oui. Hey, puis sur le site en passant, là, pour le monde qui écoute, il va nous en donner un, yes, pour le pool MMA, puis il va le signer. Tu vas-te faire un petit dessin aussi dedans? On va faire un dessin, on va faire quelque chose pour qu'il soit unique, pas juste une signature. OK. C'est ça, comment il est beau bonhomme. Ah ouais, mais ça, c'est pas le bon. C'est le premier. Ça, c'est ton premier. Ça, c'est ton premier. Attends un petit peu. Moi, je parlais de la photo. Les gars, vous n'êtes pas concept. Il y a un livre qui est sorti en 2016. On va le mousser en même temps. Si vous ne l'avez pas vu. OK, on va le mousser en même temps. Puis je trouvais que la photo, c'était magique aussi. Je trouvais ça intéressant, mais je te laisse continuer là-dessus, Pat. Ben, ça, c'est le premier livre. Tout est possible. Je suis sorti en 2016. Puis c'est un livre que j'ai basé ma conférence sur ce livre-là, qui est un livre sur la motivation et la résilience. Là, on s'entend, c'est pas une biographie. Je n'avais pas la prétention de faire une biographie à 36 ans. Tu parlais dessus de comment tu faisais le Blue Steel dans ce livre? Non, plus dans celle-là, je te dirais. Okay. Mais non, mais ce livre-là, c'est ça, ça a été fait dans les éditions Performance, une petite boîte d'édition, puis ça a été super le fun de faire ça. Ça a pris 2 ans. Puis à un moment donné, ben, l'édition de l'homme, puis mon agent, mon gérant, il m'est arrivé avec un autre projet, puis dire que, tu sais, que ce sport-là, je l'ai tatoué dans la face, je l'ai tatoué sur le corps. Je suis la voix officielle du UFC au Canada et un peu partout. Fait on a décidé d'ouvrir ce livre-là pour faire une bible d'informations sur ce sport-là puis expliquer c'est quoi les arts martiaux mixtes. C'est plus des fighters qui se battent dans des combats extrêmes, des athlètes qui font des arts martiaux mixtes. C'est vraiment différent maintenant comment on peut appeler le monde et qu'on peut appeler le sport maintenant qui a un nom. C'est des arts martiaux mixtes. Fait comme je te dis, c'est un sport qui est violent, qui est ultra violent, puis c'est correct. Puis tu as le droit de pas aimer ça. Moi, je m'en torche. Que t'aimes ça, que t'aimes pas ça, ce sport-là, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Mais si tu sais pourquoi t'aimes pas ça, là, je suis correct, je vais te respecter. Mais si tu trouves que c'est juste 2 jambons d'une cage qui se tape sur la gueule, là, c'est pas correct. Puis c'est pour ça que j'ai fait ce livre-là. Pour, au moins, quand tu vas finir de lire ce livre-là, tu vas comprendre tous les aspects de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un combattant, qu'est-ce qui se passe dans un combattant qui a réussi, puis un autre qui n'a pas réussi, parce que j'ai des témoignages là-dedans de David Loiseau, de Jonathan Goulet, de Corinne Laframboise, puis aussi de Valérie Letourneau, qui fait la relation entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Puis la ligne, des fois, est très mince, pas une question de talent. T'sais. Fait que, puis quand tu vas finir ce livre-là, ben au moins, si tu es capable de donner de respect aux athlètes qui font ce sport-là maintenant, ben ma job va être réussie. Puis ça peut adoucir un peu l'image que tu as de ce sport-là. Ben aussi, ça va être une mission accomplie. C'est-tu un petit peu un livre de motivation aussi? Non, pas celui-là. Celui-là, c'est vraiment une bible d'informations sur les arts martiaux mixtes. Puis il y a des expériences personnelles que je partage dans ce livre-là quand je parle notamment du respect entre les combattants. C'est le seul sport où presque qui commence avec une poignée de main puis ça se finit avec une poignée de main. Tu as bien beau te taper sa gueule pendant 25 minutes, les deux finissent ensemble, ben on va se prendre dans les bras comme deux tatas à la fin, vous disant hey, bon job. Mais ça, c'est parce qu'il y a une relation qui se crée pendant le combat entre deux combattants que le monde ne peut pas comprendre si tu l'as fait. Fait que, j'essaie d'expliquer ça. Moi, un de mes plus beaux souvenirs que j'explique dans ce livre-là, c'est mon combat contre Chris Leben.
Le combat contre Chris Sabin en 2006, on a fait un des meilleurs combats d'année. On s'est tapé sa gueule pendant 15 minutes. Ça a été encore extraordinaire. C'était à Las Vegas. J'ai perdu par décision partagée. Je sais très bien que si j'avais été au Canada, j'aurais gagné par décision partagée. Peu importe, c'était super serré. Je reviens dans mon vestiaire. Je suis démoli. Je suis fatigué. Tu sais, quand tu perds, t'es des crises, là. Là, je m'assis dans le vestiaire, puis je braille, puis je suis démoli. Puis Chris Sabin, il rentre dans le vestiaire, sans rien s'asseoir à côté de moi, puis il m'a mis la main sur la cuisse. On est resté de même pendant 20 minutes, sans rien dire un mot. Puis à un moment donné, il m'a donné 2 tapes sur la cuisse, il s'est levé, il est parti. Il n'y a jamais un mot qui s'est dit, mais pour moi, ça, c'est un des plus beaux souvenirs qui est arrivé dans ma carrière. C'est des affaires qui se passent en arrière des rideaux que le monde ne savent pas. Fait que j'explique là-dedans, justement, c'est quoi la relation de deux combattants, que le respect s'installe dans un combat. Puis tu as-tu reparlé de ça, justement, à Chris Lieben, de ce moment-là, à un moment donné? Non, je l'ai pas vraiment croisé, mais après ça, il est parti à dérape pas mal. C'est un alcoolique, un toxicomane. Ça fait pas très longtemps qu'il est sobre. Là. Il a déménagé à Hawaii aussi. Là, il fait du bare knuckle fight. Fait qu'il il s'en est peut-être pas si sorti tant que ça. Ouais. Mais Pat, c'était quoi la cible dans ton deuxième livre? Est-ce que pour toi, c'était important de parler aux néophytes ou des gens qui comprenaient pas tout à fait c'était quoi votre monde, dans le fond? Ou tu t'es dit, il y en a quand même pour tout le monde, même si tu es un fan depuis toujours, tu vas découvrir des trucs. Je sais que c'est difficile de toucher à tout le monde, là, mais c'était-tu plus les néophytes qui étaient visés? Non, c'est tout le monde vraiment. C'est sûr que au début, je parle des règlements, je parle c'est pourquoi les sports de combat, ça vient de où. Enfin, si tu es un fan des arts martiaux mixtes, c'est sûr que le début du livre, tu vas dire, OK, ça va être là. Mais là, après ça, tu sens dans des témoignages de combattants, comment a été dur David Loiseau. Quand il s'est battu pour le championnat du monde, là, sa descente aux enfers après, là, ça, il n'y a pas grand monde qui savent, là, mais il a été extrêmement généreux dans son discours, dans le livre. Là, puis tu lis ça, puis tu dis, OK, c'est pas parce que t'es rendu au UFC là, que t'es une superstar et t'es millionnaire. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui deviennent millionnaires qui c'est des superstars. C'est un sport qui est ultra ingrat. C'est un sport qui est dur. C'est un sacrifice corporel que tu fais pour vivre de ta passion. Puis après ça, même si tu es super fan de ce sport-là, puis tu connais des affaires dans ce livre-là, justement, qui expliquent ce qui se passe en arrière des rideaux. Des affaires que si tu n'as pas vécu ce sport-là, si tu n'as pas fait la marche vers l'octogone, si tu n'as pas été dans le vestiaire, c'est impossible que tu saches, même si tu connais tous les noms des combattants depuis UFC 1. Fait que je pense que c'est fait pour tout le monde, sans trop perdre trop de monde, parce que c'est pas livre, c'est pas narratif. C'est comme si je te parlais comment c'est écrit. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis c'est Joanne Godin qui a écrit ce livre-là. C'est drôle parce que il y en a qui disent tu as écrit ton deuxième livre. En correction, je n'ai jamais écrit de livre. Moi, j'ai publié 2 livres. Je n'ai pas tenu un crayon dans mes mains. Jamais j'ai fait ça. C'est mes propos qui ont été rapportés. Puis tu penses-tu en publier un 3e? Écoute, on va laisser le temps de cela de faire son chemin. Ça ne fait pas longtemps, ça fait juste même pas 3 mois qu'il est sorti. Puis on est déjà, tu sais, ici au Québec, un best-seller, c'est 5000 livres. On est déjà quasiment rendu à 2700 livres vendus pour un livre qui est un livre qui est pas pour monsieur, pour madame, tout le monde non plus. Là, on s'entend. Là, je veux dire, Ginette qui regarde le 7 jours ne va pas acheter dans l'octogone. On s'entend. Pour nous autres, déjà, c'est un gros succès. Puis là, on essaie de rentrer en France. Mais en France, les éditeurs là-bas, il faut que tu aies un grand succès déjà ici au Québec pour qu'ils décident de publier là-bas. Sauf que là, avec l'avenue des arts martiaux légales cette année, là, ça nous donne une belle porte d'entrée en France si on veut rentrer là. Mais toi, quand tu étais combattant actif, je m'excuse, Ali, quand tu étais combattant actif, Pat, là, et tu dis j'ai des choses à dire, puis un jour, je pense que je vais les faire publier, ou c'est comme c'est arrivé plus tard parce que quelqu'un t'a soulevé le point que ça pouvait être intéressant finalement? C'est arrivé que moi, je pensais que ma tribune sur les ondes RDS, quand je vulgarisais ce sport-là, je recevais beaucoup de commentaires pour dire OK, même si on ne connaît pas ça, c'est pas trop compliqué, puis même si on connaît ça, tu ne prends pas pour des caves non plus. Tu sais, je pense que j'ai trouvé ma voie pour vulgariser ce sport-là, pour que tout le monde soit content quand j'explique c'est quoi les techniques, tu comprends? Fait que j'avais pas le désir ou le besoin de faire ça, mais c'est un projet qu'ils m'ont proposé. De la manière qu'on a monté ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis, les éditions de l'Homme, c'est une grosse boîte. Je savais que la publicité puis la production de ce livre-là allait être vraiment bien. Puis, avec Joannie Godin qui a écrit ça a cliqué tout de suite aussi. Elle a écrit des livres sur Michael Xbury, puis elle a écrit des livres sur Laurent Duvernay-Tardif. Fait que c'est une fille de sport déjà là.
Fait que ça a cliqué tout de suite. Fait que c'est pour ça que ça a été quand même assez rapide de sortir ce livre-là. C'est-tu elle aussi qui avait écrit le premier? Non, c'était Mylène Grégoire. Mylène Grégoire, c'est un autre auteur qui est plus dans les livres d'affaires comme tel. Mais elle avait dévié un peu, mais tu sais, le premier livre, c'est pas un livre sur le sport comme tel, c'est un livre sur des moyens de toujours revenir au top après avoir descendu en bas. Hey, ça me fait penser que tu portes plusieurs chapeaux, là, clairement. Tu es conférencier aussi. Tu disais que ça t'a servi un et l'autre. J'ai l'impression, le premier livre. Ça ressemble à quoi une conférence de pas de côté? Ça ressemble à... Faut que tu sois prêt. C'est sûr, quand j'en donne à des corporatifs, des adultes, c'est plus une claque sur la gueule parce que ma conférence est très franche. Moi, je dis que si t'es lâche, il n'y a rien qui va arriver. La chance, je ne crois pas à ça. C'est des opportunités. Moi, je ne crois pas à la chance. C'est des opportunités, ça arrive, tu les prends pas. Le destin, je ne crois pas à ça non plus. Ça, c'est bien personnel. Puis si tu ne te lèves pas ton cul de ton divan, il n'y a rien qui va arriver. T'sais, la vie ne doit rien. Personne ne te doit rien. Puis il faut que tu sois égoïste dans la vie aussi. Puis ça, c'est la partie qui fait réagir le plus de monde. Ce qui est important dans la vie, c'est être égoïste. Puis le monde, ils ne comprennent pas trop. Au départ, j'ai dit, c'est une question d'être matériel, mais moi, je suis égoïste. Moi, la personne la plus importante au monde, c'est moi-même. Ma femme, je l'aime pour tuer. Mes 2 enfants, je les aime, je ferai tout pour eux autres. Mais si moi, je ne suis pas bien avec moi, puis je suis pas capable d'être bien avec moi, je ne peux pas être un bon père, je ne peux pas être un bon mari. Fait que c'est impossible que je sois à 100% correct avec ma famille si je ne règle pas mes problèmes à moi en premier. Fait que, tu sais, puis quand je passe sur cet aspect-là de la conférence, à toutes les fois, 100% du temps, il y a 1 ou 2 personnes qui viennent à la fin et ils disent ce bout-là de la conférence, elle m'a réveillé, puis t'as raison, puis tu donnes tout le temps le crédit aux autres, puis la pire des affaires, c'est l'espèce de statut Facebook, là, quand ça va bien, merci la vie, quand ça va mal, là, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hey, merci la vie, elle peut te donner le cancer demain matin. Fait si t'es dans le sud, puis tu prends une photo, tu as travaillé pour, dis-toi une claque dans le dos, puis j'ai mérité ça, puis c'est de ma faute, j'ai travaillé pour. Fait, ça ressemble à ça, une conférence. C'est sûr que j'en donne dans des écoles primaires, c'est un petit peu moins rough, là. J'adoucis ça. J'adoucis un petit peu, mais l'important, c'est de faire comprendre que la personne la plus importante, c'est toi. Puis la phrase qui a tout changé, moi, dans ma vie, puis c'est contrôler le contrôlable. Fait, tu contrôles ce que tu es capable de faire, puis le reste, tu laisses ça dans l'univers. Puis l'exemple que je donne aux jeunes dans les conférences, c'est l'examen à l'école. Je dis, qui est nerveux après un examen pour leur note? Puis là, tout le monde lève les mains. J'ai dit, vous êtes complètement dans le champ. C'est pas là qu'il est temps d'être nerveux. Tu peux rien changer. Même si tu es nerveux, tu dors pas, ta note va pas changer. Fait que faut que tu sois nerveux avant, que tu te prépares. Puis après ça, tu vas arriver à l'examen, puis tu vas y botter le cul. Puis après ça, quand tu as fini, tu fermes ta page. Tu n'as plus besoin d'être nerveux parce que tu peux plus rien changer. Fait que là, tu me regardes, OK, ouais, c'est pas fou. Je veux dire, ils comprennent peut-être pas toutes, mais s'il y en a au moins qui a compris, tant mieux. Puis t'en donnes-tu encore un petit peu des conférences présentement ou pas vraiment? Ouais, je donne des conférences par Zoom. C'est étrange, mais écoute, c'est le fun. Je veux dire, ça continue de passer mon message. Puis, je veux dire, j'avais fait plein en peu de temps avant que la COVID arrive. Puis j'aimais bien ça, j'en ai fait, j'ai voyagé partout au Québec pour faire des conférences. Puis là, c'est par Zoom, puis là, c'est beaucoup dans des écoles présentement pour surtout sur la motivation puis l'acceptation de soi, puis comment être résilient dans cette situation-là. Fait que c'est beaucoup ça présentement, là, plus que des corporatifs. OK. Hey, écoute, j'avais une question tantôt avant qu'MVP me coupe, espèce d'impoli. Mais c'est combien de livres que tu as vendus du premier? Alors, on a vendu peut-être 2000, je pense, ou quelque chose comme ça. Là. OK, fait que tu as déjà battu ton record pour la vente de livres, au fond. Puis le premier livre, ce qui était le fun, c'est qu'on a fait un partenariat avec le Club des déjeuners du Québec, ce qui fait que, on s'entend, là, faire un livre au Québec, là, tu ne viens pas riche avec ça. Là. Fait que moi, j'avais décidé que toutes les royautés du premier livre, j'allais toutes les redonner au Club des déjeuners du Québec. Fait que c'est ça qu'on a fait. Parce que c'était une petite boîte d'édition. Évidemment, avec les éditions de l'homme, je ne pouvais pas faire ça. Mais en même temps, je veux dire, c'est pas avec ça. Fait que quand tu as vu que tu pouvais faire du cash, tu as fait hey! Mais c'est pas avec ça que je vais m'acheter un char, là, je te comprends. Mais, tu sais,
le premier livre, c'est ça qui m'a donné plein d'opportunités de faire des conférences. Ça m'a amené ailleurs. J'ai pu me faire voir encore à cause de ce livre-là. Puis le monde a vu une autre facette de moi, encore une fois, que ça a été dur de me détacher de juste l'athlète ou juste le gars qui décrit des combats. Maintenant, tu te dis, MVP, là, je porte plusieurs chapeaux. Là, le monde, ils savent que je fais beaucoup plus que juste parler de combat. Ouais. Puis là, tant qu'à parler de chiffres, j'ai encore changé de sujet, là, je m'excuse, les boys. Est-ce que tu as vu une augmentation dans les codes d'écoute pour le UFC avant pandémie puis pendant pandémie, en fait? C'est ça qui est demande un peu, c'est qu'on n'a jamais les codes d'écoute. On l'a déjà demandé, puis on n'est jamais revenu avec ça. Puis, tu sais, on ne sait pas. Je peux même pas te dire un chiffre, j'en ai aucune idée. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas grand-chose sur RDS2, mais quand même, c'est nous autres qui lead RDS2 au niveau des codes d'écoute. Ça, on le sait. Mais de combien? Aucune idée. La seule fois qu'on a su qu'il y a eu des chiffres, c'est quand le gars-là était à Ottawa. Quand je me suis battu contre Cerrone, il y a eu un pic à un moment donné. Il y a eu 90 000 personnes qui écoutaient Cowboy Cerrone est en train de crisser une volée. Fait que ça, c'est plate. Ça, c'est plate parce que le pic du monde qui a écouté, c'est quand j'étais en train de me faire taper dessus. Mais tu sais, c'est la seule fois qu'on a eu des chiffres. Mais c'est bien chiant de vous dire. La seule fois qu'il te dit ça, c'est genre, ouais, on a battu un record, est-ce Pat, grâce à toi. Calisse, c'est OK. Hey, écoute, on a parlé à Éric Champoux la semaine passée. Il nous avait dit que pré-COVID, t'avais peut-être un projet pour partir justement une ligue de MMA. C'est-tu vrai, ça? Non, pas vraiment. Lui en avait une. Mais lui, je ne sais pas si lui en avait une. Lui m'a posé des questions sur l'aspect logistique de ça. Moi, j'ai répondu avec les meilleures connaissances que j'avais. Je sais que c'est un gars qui est peut-être controversé, mais Yann Pellerin, moi, c'est un de mes amis depuis très, très longtemps. Puis je sais qu'il attend ses licences pour New Era. Ça serait, peu importe que tu aimes le gars ou que tu n'aimes pas le gars, ça prend une organisation qui fasse travailler les combattants ici, puis les fasse améliorer, puis qu'il y ait une place où se battre, qui ne sont pas obligés d'aller se battre au BC ou dans le Vermont, puis qu'ils reviennent et qu'ils sont dans le rouge. Je pense, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça qui est l'important. Mais personnellement, non, moi, je ne m'embarquerai pas là-dedans parce que, de un, j'ai pas le temps. De deux, honnêtement, ça me tente crissement pas. Puis, je ne serais pas un bon promoteur, moi, parce que j'ai trop été de l'autre côté en tant que combattant. Fait que je serais bien mal à l'aise, même si j'ai pas plus de revenus, même si je peux pas donner plus, je serais bien mal à l'aise de donner 700$ à un gars qui se bat. Ça, je serais pas capable de faire ça. Mais tu sais, en promoteur, tu peux aussi juste faire justement la promotion du show. Un petit peu devenir le Dana White, mais sans être le je sais que toi, tu peux pas le dire, mais sans être le douchebag qu'il est, tu sais. Ouais, sauf que moi, j'étais en employé de l'UFC, fait que ça marche pas. C'est un conflit d'intérêt. Ben ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Puis, tu parlais justement un petit peu de Yann Pellerin, qui avait New Era, je pense, sa ligue. Tu t'es battu là-dedans, toi? Hey, c'est nous autres qui a parti les combats de boxe. La célébrité! C'est nous autres qui a parti ça. Il frappait-tu fort, Hugo Gérard? C'est clairement non. As-tu vu sa face? Non, mais je veux dire, il n'y a pas de technique, mais il reste un gars, il soulignait toutes ses forces à 360 livres. C'est sûr que je tassais un peu, là, tu comprends? Mais à un moment donné, je l'invitais à me frapper dessus, j'allais dans un câble, puis on s'entend que je suis un peu plus enrobé que quand je me battais. Fait que j'étais capable d'encaisser un peu plus, tu sais. Mais, c'est sûr que on était là pour donner un spectacle, mais surtout pour ramasser des fonds pour le défi Altergo. On a ramassé quasiment 10 000$. Ça, c'est le plus important. Puis après ça, il y a eu du gros niaisage là, avec la régie, puis la cour, puis les affaires de même. Là. Mais nous autres, notre job a été fait, puis c'est ça qu'on voulait faire. On voulait faire, le vrai nom, on voulait faire un freak show. On voulait faire, le monde vienne se déplace pour voir quelque chose de spécial. C'est ça qu'on a fait. On a ramassé de l'argent. Fait que c'est mission accomplie. Puis pour de vrai, moi, je pensais que vous nous vendiez des Wolf tickets, là.
Puis le show, là. Parce que moi, j'étais entertained as fuck, là. C'était vraiment, vraiment bon, tu sais. C'est le fun parce que, crime, tu retenais un petit peu tes coups, mais pas trop. Lui, il retenait zéro ses coups. Puis je pense que 2-3 fois, tu l'as frappé assez fort pour qu'il fasse genre « Oh shit, OK, what the fuck? » Il t'en a-tu parlé de ça? On s'est donné la main après. J'ai donné tout de suite la main parce qu'on n'était pas là pour se knocker. Non, c'était un combat exhibition. C'était un combat pour donner un spectacle, pour entertain. Donc, tant mieux si tu l'as été. Tant mieux s'il y en a d'autres qui l'ont été aussi. Mais on s'entend, le gars, il n'a jamais battu que sa vie. Fait que, même si c'est un combat exhibition, il y a la nervosité qui rentre là-dedans. Fait que, retenez ses coups, lui, il ne connaît pas ça. Là. Fait que, c'est sûr que je m'attendais à ce genre de dévissage-là si je l'attendais d'un câble. Mais c'est correct. Je veux dire, on se battait avec des saisons. Celui, je pense qu'il y avait des 22, je pense. Fait que, ça aurait été bien surprenant qu'on se fasse mal, sérieusement. Colin. Ça aurait été un solide power move que tu le knock au premier. Là, mais bon. Done! Il fait sa danse pis tout. Tu parlais un petit peu de la régie tantôt. Est-ce que tu as eu des problèmes, toi, avec la régie, vu que tu étais le main event de ce show-là? Non, absolument pas. Moi, on m'a demandé de faire ça. Ce qu'on m'a dit, moi, c'était sur la surveillance de la boxe olympique. L'arbitre qui était là, c'était un arbitre qui était supposé être licencié au niveau de la boxe olympique aussi. Après ça, moi, là, si je veux pas de mensonge, je pose pas de questions. On m'a dit que c'est ça, correct. Mon gérant, il a dit, OK, on y va, on va le faire. C'est une bonne cause, ça va donner une belle visibilité. Puis, si tu veux le faire, on va le faire, on va s'arranger pour que tout soit légal puis qu'on ne va pas retrouver dans le trouble après ça. Fait que, on a tout lu le contrat comme il faut. Fait on était là en sachant qu'est-ce qu'on faisait, mais on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver après. Je veux dire, qu'il y ait des motards ou qu'il y ait des gars de la mafia italienne dans la foule, c'est pas moi qui les ai invités, là, Chris. À un moment donné, je veux dire, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis this what it is, mais non. C'est juste plate que. Puis ça ne m'a pas nui pantoute, là, mais c'est juste plate qu'à un moment donné, il parlait de Hugo Girard, que c'est pas un de mes très bons amis, Hugo, mais je pense qu'il s'est fait traîner dans la marde pour rien dans cette histoire-là. Mais il mettait l'image de Hugo, puis moi, pour parler que Hugo était avait des problèmes avec la justice. Fait que c'est juste ça que j'ai trouvé moyen, mais ça m'a pas rien. J'ai pas été dans le trouble à cause de ça. Mais en même temps, il mettait la photo de toi puis lui, puisque tu as un bon casting de motard, fait que c'est quand même. C'est pour ton prochain rôle. C'est vrai, j'aurais dû garder les images. Tu aurais gardé ça puis le montrer. C'est vrai. Ça te tenterait-tu de faire d'autres combats comme ça, des combats de célébrité? Peut-être, mais pas comme ça. J'en ai fait un pour une fondation, c'est correct. Ça, je l'ai fait une fois. Mais si je retourne dans moi, j'ai pris ma retraite parce que je voulais plus recevoir des coups sur la tête. Tu comprends? Fait, est-ce que j'aimerais ça en refaire? Non. Mais, si tu me donnes 5 millions pour aller me battre contre Mayweather, je vais le faire. Tu comprends? Fait, c'est tout le temps une question de l'appât du gain, puis le gain, tu peux aller les chercher aussi. Là. Mais j'ai pas besoin de ça dans la vie non plus. J'ai pas besoin de retourner dans le ring. Ça me manque pas. Le sport me manque pas. Le ring, l'octogone, ça me manque zéro. Puis t'avais-tu été un petit peu payé quand même à ton ton combat contre Hugo? Non, zéro. OK. Fait que tout l'argent allait vraiment dans une cause. Oui, nous, on a fait ça pour le défi Altergo, puis c'était très clair. Puis on a rencontré le boss du défi Altergo, puis écoute, c'était ça, tu sais. Puis c'était très clair. Puis ils avaient demandé, tu comptes payer, ben, non, tu sais, moi, je dis, si on ramasse de l'argent pour une fondation, puis tu me donnes plus cher que qu'est-ce qu'on a donné pour la fondation, c'est un peu malhonnête, là, tu comprends? Ouais. Fait que non, on a fait ça vraiment pour ramasser des fonds, puis on a réussi. OK. Tabarouette. Puis, mais c'est quand même ironique que, tu sais, la régie vient de se plaindre à cause de. Tu as quand même ramassé 10 000 $ pour une fondation, tu sais, c'est comme. Il y a quelque chose de malsain un peu dans. Non, parce que OK, le règlement comme tel, la loi, c'est que tu n'as pas le droit de faire de combat arrangé.
Tu sais, je peux pas dire, OK, Ali, à 6 heures, on se retrouve, au dépanneur puis on se tape sa gueule. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit d'arranger des combats qui ne sont pas régis. Eux autres, la loi, c'est ce qu'ils ont retenu de ce combat-là, c'est qu'ils se sont fiés sur la loi, qu'ils ont appliqué d'une manière serpentine un peu, là, tu comprends? Ce qui fait qu'ils ont été chercher ça pour aller chercher d'autres informations, qu'il y avait des moteurs dans la salle, il y avait la mafia aussi. Fait que c'est là-dessus qu'ils se sont basés pour commencer leur enquête, pour dire que la loi, tu n'as pas le droit de faire de combat arrangé, et ça n'était un. Fait qu'après ça, il a fallu qu'ils se défendent, puis c'est pas fini encore. C'est pas encore fini, ça, cette affaire-là? Pas encore fini. Pas encore fini, mais c'est ça. Mais théoriquement, un sparring, c'est pas un combat arrangé, ça? Ben, je veux dire, il n'y a pas de. Tu n'as pas de gain à la fin. Je la connais pas, la loi, là, mais je sais que c'est ça. C'est avec ça qu'ils ont commencé leur enquête. Sur la loi, c'est que tu n'as pas le droit de faire de combat arrangé. Je ne peux pas inviter quelqu'un à me battre à quelque part puis que ça soit planifié. Fait que c'est ça. Okay. Ça, c'est vraiment le New Era là, qui est poursuivi. C'est pas toi qui, vu que tu as fait ce combat-là, qui essaie de pogner. Là. Non, j'ai absolument rien à voir là-dedans. C'est New Era avec parce qu'ils étaient sous la licence du groupe Gym en plus. Le groupe Gym ont perdu leur licence pendant 30 jours. Ah ouais. C'est un peu n'importe quoi. New Era, ils n'ont pas encore leur licence. Ils attendent encore leur licence. Ils sont encore devant les tribunaux là-dessus. Puis pour Hugo, Hugo, lui, évidemment, il a poursuivi le Journal de Montréal. Il a poursuivi le journaliste qui l'a traîné dans la marde dans son article. Il a quasiment perdu son contrat avec BMR. Là. C'est de l'argent en esti. Puis, sa compagnie de production aussi. Fait que, il y a une compagnie de production de télé aussi, là, Hugo, qui produit ses propres shows. Fait que, il roule beaucoup. Puis, on l'a sali. Puis, c'est sûr que l'image, c'est super important pour lui. Puis, là, BMR avait mis un hold là-dessus. Il dit, OK, on va voir ce qui va se passer. Finalement, on a passé par-dessus. Puis là, je pense que là, c'est réglé ou c'est en train de se régler. Mais il a failli perdre pas plus que la face. Là, il a failli perdre des gros contrats aussi. My God. OK. Colin, on va espérer que ça finisse bien cette histoire-là. T'as-tu quelque chose d'autre à dire avant qu'on te laisse partir, mon Pat? Non, écoute, merci de nous suivre encore. Puis si votre bonne Noël n'est pas rempli encore, ça se roule comme ça. Puis tu peux le mettre dedans. Tu peux le mettre dedans. Dans toutes les bonnes librairies. Toutes les bonnes certainement, librairies du Québec, sinon c'est une note. Exactement, Pat. On va en profiter pour les commerçants québécois. Là j'ai Renaud Bril à l'écran, mais ce serait n'importe quel commerçant québécois. Les librairies, allez là acheter, pour procurer le livre dans l'Octogone. Mais ça fait des beaux cadeaux. C'est pas cher, ça fait des beaux cadeaux. Puis, Colin, félicitations encore. Tu as déjà beaucoup de copies de vendues. C'est super le fun. Oui, on est super contents. Puis, je vous en envoie un pour faire votre tirage. Yes, merci. C'est pas un tirage, c'est le meilleur qui gagne, by the way. Ah, OK, bon. C'est ça. J'ai pas loin que ce soit un tirage. Tu feras bien ce que tu veux avec, Olivier. Je vais le garder. Ouais, mais tu vas pas le lire. Parce que Oli, c'est un grand lecteur devant l'éternel. Mais... oui. T'as vu comment je me fais bullier, là? Écoute, c'est peut-être quelque chose pour toi. Là, on est en train de parler d'en faire une version audio. Fait que peut-être pour toi, celle-là. In your face, cool. MVP. C'est cool. Hey, ah non, c'est pas toi qui vas savoir ça, mais sais-tu si c'est RDS qui a les droits pour PFL? Oui, j'ai entendu parler de ça. Je sais qu'ils ont eu. Est-ce qu'ils ont encore? Je ne sais pas, mais ils en ont présenté une coupe il y a 2 ans, je pense, ou l'année passée, je ne sais plus. Là. Mais oui, je pense qu'ils avaient acheté les droits de PFL. Mais est-ce que c'est encore là? Je ne suis pas au courant de ça, mais ils l'avaient présenté. OK. Bon. Chris, Ça en vient, là. C'est quoi? C'est avril, là, PFL? Oui, ça s'en vient en avril. Merci de me poser la question. Non, mais je veux dire, tout le monde a tout recommencé à part PFL. J'imagine que tout est dans le coin. T'as tabarnak. Qu'est-ce qui se passe? Sur mon divan, là. Au moins, je l'ai reçu, là, mon assis de divan, là, mais je suis sur mon divan. Puis, c'est vrai. Chris. Puis, ouais.
OK, Mais t'as-tu. avant qu'elle commence à pleurer, là. Continuer, là. T'as-tu Ah non, là. une date? T'as-tu une date de combat qui s'en vient ou t'as-tu. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai même pas de date. Je pense que c'est les dates sont sorties, mais je sais pas c'est quand qui vont me mettre sur une carte, là. Mais OK. c'est quand même des dates collées, là, tu sais, c'est comme à partir du 23 avril à mon souvenir, puis ça continue, c'est tout le mois après qui vont faire des shows, là. Mais Puis, ça, c'est PFL, c'est ça. PFL, c'est un tournoi. Est-ce que toi, tu es déjà dans le tournoi ou faut que tu te qualifies pour rentrer faut se qualifier normalement, là, mais tu sais, je pense qu'il y a OK. des exceptions quand même, là. Je pense qu'il y a eu des combattants qui n'ont pas eu besoin de faire de combat pour entrer dans le tournoi. Mais tu sais, moi, mon but, c'est de me battre le plus tôt parce que hey, écoute, Avoir du repos. C'est correct. j'ai pas autant de projets que toi, mon Pat. OK, je vais t'en envoyer un toi aussi d'abord. C'est correct. Non, mais tu m'enverras le premier, tu sais, pour que justement que ça me motive. C'est bon. Mais il n'est pas audio, lui. On ne l'a jamais fait. Audio. Ah non, ok, ça. Hey, un gros merci. Merci, Pat. Merci à vous autres. Tu diras salut à M. Chartrand ici, puis que je m'ennuie de lui, tabarnak. On va dire à Georges aussi, salut. Là, il va être là. Ah ouais, crime. Moi, quand j'ai vu ses cheveux, j'étais vraiment impressionné, là, by the way. Là. Alors, écoute, c'est le sujet du mois, là. C'est ça. Mais tu sais, Georges, il s'en vient mieux hein, aussi parce que, tu sais, faut que tu lui donnes une chance à Georges. Tu sais, dans un, c'est pas un très grand orateur, là. On s'entend, là, puis il le sait. Non, mais on rit avec ça, c'est correct. Chris, c'est une chose de rire de ses cheveux, là, mais de rire de ses talents orateurs. Non, mais je ris pas de lui, on rit ensemble de ça. Tu sais, il le sait. C'est correct. Mais tu sais, il faut que tu lui donnes une chance. Le premier show, il est arrivé, il était nerveux. Le deuxième show, c'était le combat à Nurmagomedov. Tout le monde s'attendait à ce qu'il cale à la fin. Fait que toute la soirée, on était tout le monde sur On the Edge, puis ça se termine. Bon, après ça, what the fuck? C'était tellement ce qui se passe. Puis là, le troisième show qu'on a fait ensemble, le dernier, ça allait super bien. Puis je suis sûr que samedi, ça va être encore mieux. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Là. Lui, ça fait 4 shows. Fait que, tu sais, faut lui donner la chance aussi. Puis justement, là, quand il a vu Khabib se battre puis qu'il a pris sa retraite, as-tu vu un petit peu de déception dans ses yeux? Ah oui? Ouais. Ouais. Puis, tu sais, Georges, tu sais, là, Georges, d'après moi, il est encore capable de battre plus que la moitié du roster au UFC présentement. Là. Il est encore en top shape. Il n'est pas en fight shape, mais il est encore en top shape. Mais il me l'a dit, moi. Il m'a dit, il dit, ce gars-là, c'est sûr que je le bats. C'est sûr que je le pète. Ouais. Si le combat arrive, il dit, je vais le battre. Je te le dis, je vais le battre. Puis, pour vrai, la première fois, je regardais Georges, puis je le regardais, il est vraiment, il croit, là, pour vrai. Là, je dis, mais ça te tente-tu? Non, je ne sais pas. Je dis, mais qu'est-ce, décide-toi, là. Ça te tente-tu? Ça te tente pas, mais tu sais que tu vas le péter. Fait que, en tout cas, ça va être la fun de checker ça. Ben, si ça arrive, l'affaire que j'aime bien, moi, c'est que Khabib vient de s'acheter une organisation en Russie qui s'appelle le Eagle Fighting Championship, là, présentement. Puis là, ils veulent travailler avec le UFC. Fait que là, je vais faire le combat. Khabib veut faire le combat. UFC ne voulait pas le faire pour différentes raisons. Là, tu as une autre option. Admettons, Khabib veut que sa grosse organisation prenne de la popularité rapide. Premier show, tu fais Georges contre lui. Quand je vais te le dire, ça va voler, là. Tu penses pas que Dana va genre faire hey, non, si tu fais ça sous la bannière du UFC, on veut le pognon. Ouais, sauf que là, ils sont en train de négocier que le Eagle Fighting Championship soit sur Fight Pass. T'sais, tout est dans tout. Ouais. Tout se négocie. Ouais. Écoute, là, je suis rendu ailleurs, je suis rendu loin là, dans mes droits, mais écoute, si ça arrive, je vais arrêter le premier à le dire. Là. Mais tu sais, c'est con, mais tu sais, autre qu'un combat de MMA, ça pourrait aussi se faire que ce soit un combat de Jiu-Jitsu pour Eagle, tu sais. Puis que justement, ça aille vers le combat de MMA par la suite vers le UFC. Tu sais, ça pourrait être une bonne idée aussi. Parce que moi, j'avais l'impression que Georges voulait faire de plus en plus de combats de Jiu-Jitsu parce que justement, je pense qu'il était un petit peu tanné de manger des coups. Peut-être, mais il n'y aura pas le même paycheck à la fin. Tu sais. Ah, Chris, non. Ouais, ça c'est sûr. Je veux dire, il reviendrait justement pour un seul combat, puis aller battre une légende. Puis Khabib veut finir à 30-0. Il m'a dit, il reste un combat à faire.
sais pas. Moi, j'hallucine des combats peut-être à quelque part, mais tout le monde veut voir ce combat-là. Puis ça serait plate que les deux plus grands rendez-vous manqués dans l'histoire des arts martiaux mixtes impliquent 2 fois Georges avec Silva et C'est vrai. Mm-hmm. Mais il faut que ça se fasse vite, man. Il faut que ça Ben se oui, fasse vite. c'est ça. Ben oui, ça se fasse dans les 6 prochains mois. Ouais. Moi, c'est ça, je pense. Bon. OK, man, Pat. Yes. Kim. Merci d'avoir été là. Puis, bye pour de vrai, là, cette fois-là. OK, bon, ben, bye, les boys.